Alors tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire justement, c'est quoi la relation à l'argent? Qu'est-ce que cette relation à l'argent, elle dit de nous? Puisque d'après ce que j'ai compris, cette relation à l'argent nous dit quelque chose. Est-ce que tu peux déjà nous poser les bases? Tout à fait. Et peut-être par rapport au titre de cette conférence, en tout cas de cet échange que nous avons ensemble, changer sa relation à l'argent pour changer sa relation aux autres, il manquerait, je dirais, une étape, mais c'est important de le dire. En fait, moi, j'utilise la porte d'entrée de la relation à l'argent pour changer sa relation à soi, d'être plus en amour avec soi-même, de créer plus d'unité en soi, et automatiquement, ça change sa relation aux autres. Donc, ça, toi, il y a comme l'intermédiaire qui passe par soi Oui. pour que ça se passe autrement avec les autres. Mmh. Donc, pour revenir à ta question, nous avons tous une relation à l'argent et souvent, quand je dis que je suis expert de la relation à l'argent, tu ne peux pas imaginer les yeux qu'on peut me faire en face. Les gens me regardent hagards, ils ouvrent la bouche, ils ne disent plus rien. C'est comme si je vois qu'ils sont en train de réfléchir en disant de quoi est-ce qu'il est en train de parler ce mec-là. C'est comme si aux gens, c'était vraiment un grand point d'interrogation. Alors, je me sens obligé de leur donner quelques explications en leur disant, mais la relation à l'argent, c'est quoi? Ben, vous voyez, c'est quand on a peur de manquer, par exemple. C'est quand on est crispé, quand on fait ses paiements, quand on reçoit des factures. C'est quand on n'arrive pas à discuter d'argent en couple, en famille ou avec ses collaborateurs ou demander une augmentation de salaire. C'est quand on va faire ses achats, puis quand on se prend la tête pour savoir si on prend le meilleur marché ou au détriment de la qualité, ou si on prend plutôt du bio qu'autre chose, même si le bio est plus cher. Voilà. C'est quand on va au restaurant, est-ce qu'on choisit ce qui nous fait plaisir? Est-ce qu'on regarde la colonne des prix tout de suite? Voilà, ça parle de toutes ces choses-là, de tous ces événements du quotidien, parce qu'en fond, nous avons affaire à l'argent tous les jours. Est-ce que c'est fluide de la manière dont nous avons nos comportements avec l'argent, ou est-ce qu'au contraire, c'est une prise de tête? Un exemple, je n'ai pas donné, mais comme en temps normal, je suis souvent à Paris pour animer différentes choses, et j'ai malheureusement affaire à beaucoup de SDF qui sont dans la rue, et je donne pas, qu'est-ce que je donne, pourquoi je donne à celui, pas à celui-là. Ça parle aussi de ma relation à l'argent, ce Oui. genre de choses-là. Donc, nous sommes confrontés vraiment au quotidien à l'argent et ça se passe de manière plus fluide, plus ou moins fluide, ou au contraire de plus ou moins crispé et ça réveille plus ou moins de peur. On parlait tout à l'heure de cette période du confinement, toute cette insécurité qui est réveillée, toute cette inconnue dans laquelle nous vivons, qui peut générer encore de nouvelles peurs, de l'impression qu'on ne contrôle rien du tout et qu'on ne sait pas à quoi va ressembler l'avenir. Donc, nous avons tous une relation à l'argent, elle est ce qu'elle est. J'ai aucun jugement sur la relation d'argent des uns et des autres, qu'ils soient dépensiers compulsifs, qu'ils soient frileux, qui gardent leur argent avec peur. Tout est OK, c'est juste des comportements différents. La seule chose, moi, qui m'intéresse, au fond, c'est est-ce que votre relation à l'argent, elle est fluide? Est-ce qu'elle vous sert, dans le sens qu'elle sert vos projets de vie? Est-ce que vous arrivez à être dans l'expansion où les histoires d'argent vous freinent, vous bloquent? Si c'est le cas, c'est dommage. L'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de donner le meilleur de nous-mêmes, d'être dans l'expansion. Si ça nous freine, ça nous bloque, ça nous coince, c'est qu'on a vraiment quelque chose à aller regarder. Oui. Et est-ce qu'il y a une notion culturelle derrière ça? Est-ce que tu as pu remarquer que suivant les pays, suivant les cultures, la relation à l'argent n'était pas la même? Est-ce que c'est un point sur lequel tu as travaillé, étudié? Je ne sais pas. Alors, je dirais en francophonie, il y a beaucoup plus de points communs que de différences, dans le sens que en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, en France, au Québec, les pays où j'interviens, partout, ça reste un sujet tabou. Ce n'est pas un sujet, et je pensais que les Québécois étaient différents à cause de la proximité des États-Unis, mais non, ce n'est pas si différent que ça. Au fond, c'est plutôt la même chose. Ils ont été comme bien influencés par la France, parce que la France, c'est tabou de chez tabou. La France a une vraie grosse crispation. Hmm. C'est un peu moindre dans les autres pays, mais ce serait pas juste de dire que c'est fluide et facile. Et là, on voit l'écart avec les États-Unis, où ils parlent très ouvertement de leur salaire, même avec fierté. Enfin, ils Oui, échangent ça presque, à peine ils se connaissent, ils parlent de ça. c'est ce Alors que que je chez voulais nous, te dire. parler de son revenu. Ouais, c'est Oui, ce que je voulais te dire. Chez nous, enfin, c'est très rare les gens qui disent mais tu gagnes combien? Enfin, voilà, c'est limite, c'est une question qui se pose pas, quoi. Ça, c'est limite mal absolument. C'est poli une question. de demander à quelqu'un quel est ton salaire. Enfin, Ouais, c'est ça. Ça peut paraître incongru, voire extrêmement curieux, voire malhonnête, alors que chez eux, oui, c'est tout à fait naturel. Alors, c'est-à-dire que ce que je peux voir, alors je n'ai pas animé aux États-Unis, mais ce que je peux voir et entendre, en tout cas de ceux qui connaissent encore mieux les États-Unis que moi, c'est qu'il y a un côté qui est décomplexé par rapport au fait de parler d'argent, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux de l'histoire d'argent. Il y a énormément d'enjeux
du fait qu'ils ont tendance à beaucoup se valoriser sur ce qu'ils gagnent. Donc, ça devient aussi une crispation sur le fait d'avoir l'impression de gagner beaucoup pour valoir beaucoup, ce qui est un immense leurre, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la valeur personnelle devient en liaison avec voilà, la valeur du matériel finalement. Voilà, absolument, tout à fait. Et là, vraiment, c'est ce que j'appelle une projection, c'est que je fais dépendre ma valeur de quelque chose d'extérieur, en l'occurrence de ce que je gagne. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, on devrait tous avoir envie de ressembler à Bill Gates et puis en aucun cas à l'abbé Pierre, pour prendre cet exemple-là. En tout cas, ce n'est pas mon cas et ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes, je pense. Oui, tu parlais tout à l'heure effectivement il y a aucun jugement à porter sur la relation que les gens ont par rapport à l'argent, mais effectivement, tu dis que ça dit quelque chose de nous, donc ça dit quelque chose de nous sur des peurs, qu'est-ce que ça dit de nous? Alors, merci de cette question. Effectivement, je n'étais pas allé au bout et ça me permet d'aller un peu plus loin. Je viens de parler de projection. En fait, je regarde juste si j'avais un billet d'argent voilà, qui est juste là. Je crois qu'il va juste être là. Tu vas le brûler? Voilà, je vais le brûler. Ouais, non. Ça, c'est fait à la télévision. Moi, je ne le trouve pas. Je vois que je perds mon argent. Il était sur le bureau. Mais c'est pas très... Ah, voilà. Qu'est-ce que ça dit de toi? Voilà. Un billet, j'ai même pris un billet en euros pour que ce soit reconnaissable plutôt que des francs suisses. Au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que le piège, c'est qu'avec nous donnons beaucoup de pouvoir à l'argent. Et au fond, nous donnons un pouvoir à l'argent qui s'appelle une projection. Certains donnent le pouvoir à l'argent que l'argent va me rendre sécure. D'autres disent l'argent va me rendre libre. L'argent va me rendre heureux. Donc, on donne le pouvoir à l'argent de nous rendre heureux, de nous rendre libres, de nous rendre sécures, de nous rendre indépendants. Mais d'autres donnent le pouvoir à l'argent de générer des conflits. Ils donnent le pouvoir à l'argent d'être la cause des problèmes dans le monde. Ils donnent le pouvoir à l'argent d'être une source de stress. Donc, au fond, c'est quoi? C'est que suivant le pouvoir qu'on donne à l'argent, on aura des comportements très différents avec l'argent. Et c'est toujours le même piège. Et qu'est-ce que c'est comme piège? C'est que le pouvoir que nous donnons à l'argent, c'est une partie de notre propre pouvoir que nous avons perdu. Nous avons perdu une partie de notre propre pouvoir, nous sommes déconnectés de notre propre pouvoir et nous l'avons donné à quelque chose d'extérieur. Et pour prendre un parallèle à ce qu'on vit actuellement, on peut voir que certaines personnes ont donné tout leur pouvoir aux médecins, aux scientifiques, aux médias, de dire, voilà, vous devez me dire ce que je vais faire et j'obéis, je ne discute pas, je perds mon libre arbitre. D'autres pas, mais c'est la même chose. On se donne son pouvoir à l'extérieur sans en être conscient et on est déconnecté de son propre pouvoir. Donc, c'est ce qui se passe avec l'argent. Le fait qu'il y ait autant de pouvoir qui est donné à l'argent, c'est toute une partie de nous dans laquelle nous sommes déconnectés. Et si je reprends argent égale sécurité, qui est un grand classique, qui était mon cas pendant des dizaines d'années, j'avais donné mon pouvoir à l'argent à me rendre sécure. Donc, j'avais essayé d'accumuler de l'argent. J'avais créé une croyance qui est plus j'aurai d'argent, plus je serai sécure de ma vie. Et autrement dit, j'avais fait un amalgame entre argent et sécurité. Il y a une sorte de lien de dépendance. C'était vraiment connecté, interconnecté, comme ça, même lié l'un à l'autre. Et au fond, j'étais toujours dans la crispation et le stress d'avoir plus d'argent pour être plus tranquille à l'intérieur, parce que je n'étais pas conscient que si j'avais donné ce pouvoir à l'argent de me rendre sécure, c'est parce que intérieurement, j'étais très insécure. Donc, c'est là, tu vois, où je peux voir que ma relation à l'argent, cette sorte de peur, parle de mon insécurité intérieure, qui était en lien avec un manque d'estime de soi, un manque de confiance en moi, dans ma capacité à faire face aux événements de la vie. J'irais même plus loin, un manque d'amour pour moi. Donc, j'essayais de compenser ce qui manque à l'intérieur. Certains qui donnent leur pouvoir à l'argent les rendent libres, ils doivent aller voir qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de moi, je ne suis pas libre de faire ce que je veux, de dire ce que je veux, de m'exposer sans avoir peur du regard des autres. Et donc, chaque fois, ça parle de quelque chose que nous avons laissé au plan et que nous devrions aller nourrir plutôt que de chercher à le compenser à l'extérieur parce que ça ne marche pas. Je suis un ancien conseiller en placement financier, j'ai affaire à des millionnaires et des multimillionnaires et je peux voir des multimillionnaires qui ont peur de manquer tous les jours, malgré des millions. Donc, on voit bien à quel point, tu vois, on est dans quelque chose de complètement incohérent qui n'a pas ça, qui n'est pas… voilà. Et qu'au fond, c'est bien là à l'intérieur que ça se passe et l'extérieur ne va pas changer ce qui manque à l'intérieur. Et c'est intéressant parce que du coup, là, moi, tout ce que tu dis, je dis exactement la même chose en remplaçant l'argent par les autres, en fait.
C'est-à-dire que Ben oui. cette délégation de pouvoir qu'on va donner aux autres quand on se pose par exemple en position de victime et que c'est toujours la faute des autres si on n'arrive pas à faire ça, si on n'arrive pas à faire tel projet, si on est en retard, si voilà, et on peut avoir tendance à dire oui mais c'est la faute d'un tel, j'ai pas pu, et en fait tout ce que tu viens de dire, on aurait pu, à la place de dire l'argent, on aurait pu dire les autres, c'était exactement pareil. Ça veut dire que on en revient finalement, quels que soient les sujets, et dans tous les sujets qu'on va aborder au cours de ce congrès, c'est qu'à partir du moment où on ne prend pas sa responsabilité, on ne va pas chercher à l'intérieur de soi et qu'on met la responsabilité à l'extérieur, finalement, c'est une délégation de pouvoir et c'est une perte de pouvoir. Donc, Oui. reprendre le C'est une pouvoir. déconnexion. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est une déconnexion d'une partie de soi. Et effectivement, ce qui fait qu'on perd du pouvoir, on se coupe de nous quelque part, hein. C'est vraiment ça. Mais je te rejoins pleinement, hein. C'est tout à fait, le parallèle est tout à fait exact pour moi. L'argent, vraiment, cet intérêt que on- dans la société, on y a mis tellement d'importance aujourd'hui qu'on y a donné beaucoup de pouvoir, si tu veux. Il n'y a pas beaucoup de choses, à mon avis, dans la société dans lesquelles il y a autant de projections, où on a donné autant de pouvoir qu'à l'argent en ce moment, selon moi. Et oui, bah, d'autant plus quand il y a une période de manque, c'est peut-être là où ça se révèle encore plus, parce que c'est vrai qu'on est dans une situation où beaucoup de gens sont en manque d'argent ou en peur de perdre de l'argent. Et là, peut-être que ça se révèle encore plus dans ces moments-là et que c'est peut-être là qu'il faut encore plus aller travailler ce rapport-là pour finalement, enfin, c'est ce que tu me disais quand on avait préparé l'interview, c'est qu'on parlait d'argent, c'est parler de soi, et tu l'as dit tout à l'heure, d'amour de soi. C'est venu chercher ta relation à toi-même et la relation à l'amour de toi. Alors, si on avance un petit peu, oui, tu voulais Juste rajouter. peut-être, si tu parles de manque, j'ai envie de rebondir là-dessus, Mm, parce que au fond, ce que je vois, c'est que au moins 95% au moins qui ont peur de manquer ne sont pas dans une situation réelle de manque à l'instant. mm, C'est-à-dire que c'est une peur projective. Et moi-même, j'ai eu peur de manquer pendant une dizaine d'années alors que j'avais d'excellents revenus. ouais. Et donc, ce que je peux voir, et si on veut, si on est vraiment honnête avec soi-même, tous ceux qui nous regardent à l'instant où ils nous regardent là maintenant, ils ne manquent de rien. La preuve, ils ne manquent de rien, ils peuvent nous voir. Oui, Je ne veux pas dire qu'ils n'auront peut-être pas un problème dans un jour, une semaine, un mois, 10 ans, je ne sais pas, mais là, à l'instant, ils ne manquent de rien puisqu'ils peuvent nous voir. Autrement, s'il manquait quelque chose, ils ne pourraient pas nous voir, ils ne peuvent pas être là. Donc, ils peuvent être pleinement là, quelle que soit leur situation matérielle, surendettement ou millionnaire, pour prendre deux extrêmes. Voilà, quel que soit le niveau de remplissage de frigo, ils sont là pleinement devant nous. ouais. Et on est très ravis que vous soyez là parce qu'on a encore plein de choses à vous dire. Alors justement, ce rapport à l'argent, tu disais que ça pouvait influencer les relations qu'on pouvait avoir dans notre couple, avec nos enfants, avec nos collègues. Et voilà, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça va influencer et voilà, prendre des exemples que tu souhaites, que ce soit au sein de la famille ou dans le contexte professionnel, ou les deux? Alors, écoute, oui, oui, je vais vous donner toutes sortes d'exemples. On va commencer par le privé, après on ira plus sur l'aspect professionnel. Alors, déjà, dans le privé, savoir que les histoires d'argent sont des grands thèmes de divorce dans les couples, Hmm. parce que, au fond, dans une étude qui a été faite aux États-Unis, ils disent les conflits d'argent dans les couples sont les conflits les plus violents qui existent. Et au fond, ça ne me surprend pas. Pourquoi? Ils se disent des choses beaucoup plus crues, beaucoup plus fortes que sur d'autres thèmes. Et pourquoi? C'est parce que justement, encore une fois, il y a l'argent, mais il y a les enjeux derrière qui sont cachés. Et c'est des enjeux qui sont si importants. C'est-à-dire que s'il y a des personnes, et je vois ça régulièrement, hein, qui ont l'impression que sans argent, on va finir sous un pont, on va mourir, dès qu'on voit que mon ou ma partenaire ne fait pas autant attention que j'aimerais à l'argent, ça réveille toutes mes peurs de mourir, de finir sous un pont, qu'ils arrivent le pire, et je vais avoir une sorte de réaction émotionnelle disproportionnée par rapport à la réalité. Et souvent, ce que je peux voir dans les couples, c'est que il n'est pas rare que ce soit deux fonctionnements différents, et que ce sont comme deux visions de la vie différentes. Il y a personne qui dit, ah, on va économiser, on va être prudent pour un jour plus tard. Et puis il y a l'autre qui dit, ah non, il faut profiter de la vie, on ne sait pas combien de temps on va aller. Et on dépense, tu vois, on a tendance à tout dépenser. Il n'y a pas un ou l'autre qui a raison, hein, pour moi, simplement, mais simplement aussi longtemps qu'on n'arrive pas à voir nos différentes conceptions, à les accueillir, à voir comment on peut faire avec pour qu'il n'y ait pas de frustration de côté et l'autre, ça va être un thème de grande crispation. Et c'est vraiment un thème qui est, justement, beaucoup de personnes me disent,
on a l'impression qu'on s'entend bien dans notre couple, mais sur ce thème-là, il n'y a rien à faire, on n'arrive vraiment pas à causer. Tu vois, encore une fois, parce qu'il y a des enjeux cachés et aussi longtemps qu'on n'arrive pas à aller voir ce qu'il y a derrière, ça va être compliqué. Donc, thème difficile, et on le voit encore plus dans l'histoire de divorce, où tout à coup, on a l'impression que dès qu'il s'agit de parler de partage, la relation peut être complètement coupée, et là, on peut partir en cacahuète, en guerre pour des histoires d'argent. Et encore une fois, l'argent est le prétexte pour régler tous les comptes qui n'ont pas été réglés avant, les comptes affectifs, ce que j'ai pas reçu, la souffrance que j'ai vécue, le choix que tu as décidé de partir, et puis moi, ça me fait souffrir, moi, je vais te faire payer le prix. Voilà. Tu vois, il se joue des trucs, encore une fois, en utilisant l'argent, mais la cause première, ce n'est pas l'argent. Il y a autre chose derrière, donc il demande de faire de ce pas de côté, parce que si on n'a pas réussi à recréer un peu de lien ensemble, à pouvoir poser une intention de trouver le meilleur arrangement possible pour l'un et pour l'autre, on va se faire la guerre pour tirer la couverture à soi. Tant pis pour l'autre, j'en veux pour mon argent, et l'autre, ma foi, s'il est dans la dèche financière, je m'en fous, tu vois. Et ça ne va pas être possible. Même chose Il y a dans les les successions. expressions, et les expressions, tu as vu que c'est j'en veux pour mon argent, faire payer le prix, qu'on va utiliser aussi dans des contextes où il n'y a même pas d'argent. C'est comme quoi l'argent peut être utilisé en métaphore, enfin vraiment pour montrer le pouvoir en fait, le pouvoir qu'il y a derrière cette notion. C'est intéressant de Oui, voir c'est presque ça. comme tu dis. Il y a plein d'expressions qui parlent d'argent alors que l'utilisent sans parler d'argent. D'ailleurs, tu vois, ça parle du sujet tabou, c'est-à-dire que c'est amusant de voir que le nombre de mots dans l'argot qui existent pour remplacer le mot argent, c'est juste un truc de fou. Ouais. Et c'est comme si on avait trouvé d'autres manières de parler de ce truc-là dont on ne devait pas parler, tu vois. C'est très parlant. C'est la même chose pour la sexualité. Il y a beaucoup de mots qui parlent de sexe. Donc, les sujets tabous, c'est comme si on avait trouvé beaucoup d'autres mots. C'était une manière d'aller contourner ça. Donc, oui, il y a beaucoup d'expressions, je te rejoins. Donc, succession, on n'en parle même pas parce que là aussi, on voit à quel point les mêmes histoires se rejouent. On règle les comptes affectifs à travers les histoires d'argent et de partage. Après, avec les enfants, moi, je peux voir, comme moi, j'étais beaucoup de peur, tu vois, donc j'avais tendance à penser que ma femme était pourtant quelqu'un de raisonnable avec l'argent, mais quand quelqu'un a peur, l'autre dépense toujours trop. Donc, oui, c'est ça. Et puis, avec mes enfants, c'était la même chose, c'est que je pouvais être crispé dès qu'ils allaient, ils voulaient demander des trucs, aller coûter un certain montant. Enfin, il y avait comme une peur en moi qui pense qu'il suffit de demander pour va avoir. Tu vois, j'avais plutôt envie de les rendre un peu prudents. Je peux être généreux sur des aspects qui m'arrangeaient bien, puis sur d'autres, absolument pas. Je peux plutôt être du style radin à fermer en quelque sorte. C'était juste mes peurs qui s'exprimaient de manière maladroite. Donc, au fond, j'ai eu la chance un jour d'avoir un de mes fils à table qui a dit devant j'ai 3 enfants, qui a dit devant mes frères et sœurs et mon épouse, papa est un radin. Ça a été dur d'entendre, surtout qu'il n'y en a aucun qui m'a défendu. Ah oui, d'accord, là, ils sont tous ouf. Pire, en fait, mais au fond, il m'a aidé à aller voir que mes crispations, mes peurs, alors faisaient, bon, lui est quelqu'un qui a plus facilement des frustrations que les autres, certes, il a aussi sa part aussi, mais en même temps, quelque chose de révélateur aussi de c'était pas fluide dans le lien qu'il y avait, tu vois, plutôt que de parler de mes peurs, parce que je n'étais pas conscient, tu vois, je pouvais être plutôt cassant, plutôt que de dire, voilà, ok, j'aimerais pas que tu crois que tout est gratuit. Ben, alors, je peux parler très ouvertement de ce qui se jouait pour moi et de ce qu'on pouvait faire de manière constructive. Je n'étais pas capable à cette époque-là. Oui. Donc, ma relation à l'argent peu fluide, finalement, aurait pu laisser croire, et c'est ça qui m'a réveillé, me dire, peut-être qu'en me voyant comme radin, il pense que je ne l'aime pas. Et d'avoir imaginé, je ne vais pas les vérifier, hein, mais d'avoir imaginé ça, ça m'a été tellement insupportable d'imaginer que ça pouvait être le film qui se faisait. Là, j'ai pris le taureau par les cornes, je dis là, maintenant, il est temps de changer ta relation à l'argent, de faire quelque chose. Donc, il a bien fait. Voilà. Il a bien fait Oui, d'être cash avec alors, toi. alors, je le remercie infiniment aujourd'hui. Je remercie infiniment pour cela, effectivement. Donc simplement pour dire que, tu vois, la relation peut être plus ou moins fluide et je n'arrête pas de voir des gens dans les ateliers qui ont eu des phrases un peu acerbes des parents qui disent « mais tu crois que l'argent tombe du ciel, mais tu n'as pas assez comme ça, tu vas encore demander des habits ». Enfin, tu vois, que ce sont juste des peurs qui s'expriment de manière tellement maladroite que finalement, ça laisse des traumatismes comme enfant que je suis là pour aider les personnes à voir, oui, qu'ils ont droit. Ce n'est pas parce que les parents
n'étaient pas très ouverts sur des dépenses qui n'y ont pas droit 20, 30 ans après parce qu'ils ont comme emmagasiné, encodé. Ah non, non, j'ai pas droit de recevoir, tu vois, et ils continuent de voir petit parce qu'ils ont été comme bloqués par ce genre de choses-là. Donc là, c'est pour ça que c'est important de pouvoir parler en ouverture de ce qu'on vit. Et c'est là que, de toute façon, quand on parle d'ouverture, le plus transparent possible, ça crée du rapprochement Ah parce ouais. que tout le monde peut entendre qu'on a des peurs. C'est ça. Mais C'est ce que tu humain. me dis, j'ai l'impression que c'est beaucoup dû à notre histoire familiale, en fait. On va répéter des schémas familiaux. On a entendu nos parents dire ça. Donc, limite, c'est ancré en nous. Et tant qu'on n'a pas fait cette prise de conscience, comme tu le dis, que ce qu'on dit sur l'argent est révélateur, en fait, de comment on se voit, comment on imagine notre vie, toutes les peurs. Mais souvent, enfin, j'ai pu remarquer qu'on répétait le discours dans beaucoup de choses. Hein, pour l'éducation, c'est aussi pareil. Hein, tant qu'on n'a pas pris conscience qu'on répète le schéma familial alors qu'on le critiquait avant. Donc pour moi, par exemple, j'avais cette notion qu'il fallait un métier sécure, que c'était important d'avoir un métier sécurisant et que les loisirs, les passions, ça serait à côté, tu vois. Et il m'a fallu des années pour comprendre que non, on pouvait mettre les deux ensemble, et c'est ce que je suis en train de commencer à faire, de mettre mes passions au service de mes projets professionnels. Mais juste parce que j'avais toujours entendu dire mes parents, qui eux avaient tous les deux un CDI, ils ont travaillé quasiment dans la même entreprise toute leur vie. Et donc moi au début, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi un métier d'enseignante, donc de fonctionnaire, qui était sécurisant. Comme mon épouse, qui a reçu le même message, absolument. Donc, donc, si tu veux, après, dans ce que tu partages, c'est vrai que j'ai vu souvent, tant qu'on n'a pas conscience de ça, nous avons ou tendance à refaire le même schéma ou à faire l'opposé. C'est-à-dire que je vois des personnes qui sont retrouvées enfants avec des faillites, qu'on allait chercher des meubles, enfin, des situations traumatisantes. Eux, alors, ça sera sécurité à tout prix, parce que je ne veux jamais faire vivre ça à mes enfants, souvent, tu vois, parce que c'était traumatisant. Ou parfois des personnes qui ont eu des parents qui étaient au contraire, qui avaient beaucoup de peur et qui retenaient l'argent, eux, ils vont tout dépenser parce que c'est un peu vraiment, on prend le truc, comme j'étais tellement frustré, c'est fuck les frustrations quelque part, et on se lâche. Ouais. Donc, c'est encore pas gagnant non plus, bien sûr, puisque ça part encore une fois d'une réaction émotionnelle où on n'est pas en paix avec cette histoire-là, en quelque sorte. Ouais. Donc, c'est vrai que tu as raison, nous sommes tous très influencés par ce qu'on a entendu. Et si on parle de relations, tu vois, une des choses que j'entends souvent, c'est des personnes qui ont entendu dans leur famille, par un père, une mère ou une personne d'importance, les riches sont les malhonnêtes, les riches sont des profiteurs, ou les riches gagnent leur argent sur le dos des autres. Ce qui fait que dès qu'ils ont affaire à des gens plus fortunés que la moyenne, ils ont comme déjà une relation qui n'est pas neutre, en quelque sorte, une sorte de méfiance, tu vois, de défiance, d'aller chercher, voir inconsciemment, de voir la petite bête qui explique que ce n'est pas quelqu'un de bien. Donc, c'est comme si la croyance que je porte, d'une part, quand on a des croyances, on va essayer de les conforter. Donc, on va voir que ce qui conforte les croyances plutôt que l'inverse. Et quelque part, on n'arrive pas à neutre dans la relation. C'est plus difficile d'avoir des relations de qualité si on a une vision négative du riche, du banquier, de l'assureur, du catholique, du musulman, du noir, de la femme, je ne sais quoi. Ouais. Alors là, est-ce que ça peut aller chercher des choses différentes comme la jalousie, de l'envie qui va faire que comme on a un manque de confiance en soi, c'est plus facile de jalouser l'autre en disant bah, l'autre il est mauvais donc c'est pas la peine que j'essaie d'être comme lui. Est-ce que ça va chercher des choses assez générales, c'est-à-dire un peu tout le temps la même chose chez les gens ou est-ce que vraiment suivant les gens ça peut être des peurs différentes? Qu'est-ce que tu as pu remarquer toi sur ce rapport par exemple là de dire les riches ils ont volé ou ils sont malhonnêtes ou tout ça. Qu'est-ce que tu as pu Alors, c'est peut-être pas forcément des peurs, ce sera plus une forme de dégoût et de rejet, en quelque sorte, mais simplement où ces personnes avec une croyance comme celle-ci s'emprisonnent, c'est que moi, que je les rencontre dans l'atelier, ils ont ce que j'appelle des plafonds de verre. C'est qu'inconsciemment, ils se sabotent pour ne pas gagner trop, de peur de passer pour riche, donc pour malhonnête, donc pour profiteur. Tu vois, cette Ouais. croyance les limite aussi longtemps qu'on n'arrive pas à voir que dans toute la population, il peut y avoir des riches honnêtes et des riches malhonnêtes, des pauvres honnêtes, des pauvres malhonnêtes. Enfin, il y a pas c'est des histoires qu'on se raconte, mais il n'y a pas de statistiques là-dessus. Mais simplement, tant que j'arrive pas à sortir de ça, je m'emprisonne moi-même parce que je vais me limiter avec ce genre de choses-là. Par rapport à la notion de jalousie, c'est intéressant parce qu'au fond, ce que je vois,
c'est beaucoup ce que j'appelle moi les effets miroirs. C'est d'ailleurs ce que on a beaucoup travaillé dans le deuxième livre avec Evelyne sur les effets miroirs, ce que les autres font miroiter de nous en quelque sorte. Et si il peut y avoir deux choses, c'est que quand quelqu'un a une attitude, un comportement, je pourrais dire que ça peut être autant quelqu'un qui est créatif, mais que quelqu'un aussi qui est peut-être justement, qui a une certaine aisance financière et autres, ou bien je peux avoir une forme d'admiration parce que j'ai envie d'être comme elle et je ne m'autorise pas à l'être, ou une forme de dégoût, de rejet, parce qu'il me montre des parties de moi que je ne m'autorise pas, mais que je n'aime pas au fond, ou que je ne crois pas que j'y ai droit, si tu veux. Hein. Ça peut être l'un ou l'autre parfois, mais simplement, que ce soit l'un ou l'autre, c'est juste révélateur de quelque chose que j'allais voir et accueillir chez moi, en quelque sorte. Ouais. Et tout à l'heure, tu as abordé la notion de générosité. Et est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin justement sur cette notion de générosité? Est-ce que du coup, être généreux avec les autres, c'est quelque chose qui est toujours adéquat? Est-ce qu'on peut considérer ça comme une qualité, comme une force, ou est-ce que c'est plus mitigé que ça? Oui, ben, j'aime beaucoup ta question parce que justement, en fait, on est beaucoup prisonnier de l'éducation où on nous montre qu'il y a des comportements qui sont bien et des comportements qui sont mal. Hein. Il y a quelque chose de très binaire comme ça. Et là, on est déjà dans la coupure, tu vois, on est déjà dans une séparation. Et au fond, moi, dans mon travail, je suis en train de montrer que je sors de ce bien et ce mal, que tout a sa place. Parce qu'une chose n'existe pas sans son contraire. Là, si je prends même un billet, c'est la même chose. Je ne peux pas dire je veux ce côté du billet, je ne veux pas l'autre côté. Je prends tout le billet ou je ne prends rien. La pièce de monnaie, c'est côté pile ou face. Et au fond, nous, on croit qu'il y a un côté qui est joli, puis l'autre côté, il ne faut surtout pas qu'on le voit parce que ce n'est pas bien. Et donc, quand une chose n'existe pas sans le contraire, le généreux n'existe pas sans le radin, le chaud n'existe pas sans le froid, le bien n'existe pas sans le mal, puis c'est toujours par référence à l'autre. Sans la référence, ça n'existe plus. Et moi, je montre justement que généreux et radin ont les deux toute leur place. Parce que radin, c'est quoi? C'est fermer. Généreux, c'est ouvrir. On ouvre plus ou moins grand, on ferme plus ou moins complètement. Donc, c'est comme s'il y avait un curseur, et ça, c'était très généreux, ça, c'est très radin. Et au fond, la vraie liberté, c'est quand on peut naviguer ce curseur à chaque instant en fonction de chaque situation. Alors que les gens qui croient qu'ils doivent se montrer généreux pour être aimés, etc., ils vont juste avoir un tout petit bout de curseur, ils vont bouger. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'un frère ou une sœur va leur demander de leur prêter de l'argent. C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes actuellement et qui joue de l'argent au casino, ou peut-être qui dépense sans compter et puis qui n'arrive plus à sortir des dettes et qui veut juste encore plus d'argent pour dépenser. Et à un moment donné, si je suis pris parce que je veux tellement peur, je veux tellement me montrer généreux, je vais dire oui, alors qu'à l'intérieur, ça dit non. Je suis prisonnier du fait que je n'ose pas montrer, fermer, et à l'instant T, fermer dans cette situation serait la meilleure chose à faire parce que je ne rends pas service en contribuant encore à la dérive que prend cette personne-là. Dans une autre situation, la même personne, je serais très content de lui prêter de l'argent si je peux, mais dans cette situation, je ne veux pas. Donc, tu vois, en fait, on veut comme sauver une relation, mais en fait, ce n'est pas vrai. On n'est pas en train de sauver une relation parce que si je ne me respecte pas, je suis en train de rentrer dans un jeu qui ne me convient pas. Donc, la vraie liberté, c'est de dire… Pardon? Oui, Il y a une absolument, peur du absolument. jugement. Ouais. Voilà, c'est la peur du jugement, exactement. Peur d'entendre, mais tu qu'un radin et tout ça. Alors que oui, si j'ai la liberté de dire non, donc je ferme à l'instant T, ce n'est pas dire que je ne suis pas quelqu'un de généreux, mais je choisis à quel moment je déploie ma générosité en conscience et en n'achetant pas autre chose derrière, parce que souvent cette fausse générosité, c'est d'acheter quelque chose derrière, de l'amour, de l'attention, un regard positif, et ce n'est pas de la vraie générosité quand il y a une attente derrière. Donc, tu vois, au moment donné, je dis, ben, le radin, ce qu'on appelle radin, celui qui ferme, et la généreux, celui qui ouvre, ont toute leur place l'un comme l'autre en fonction de chaque situation. Et là, on a la vraie liberté. Et là, on peut prendre tous les binômes, malhonnête, honnête, etc. Et c'est exactement la même chose. La vraie liberté, c'est chaque fois d'accueillir les deux parties et chacune a du sens dans des situations très spécifiques en l'occurrence. Donc, pour revenir à ce que tu disais, oui, effectivement, cette générosité, elle part de quel endroit? Est-ce que c'est le mental, je me sens obligé de, et j'ai vraiment une envie de contribuer? Ouais,
C'est ça. C'est-à-dire que la générosité, là, si on a l'impression qu'en ne donnant pas, par exemple, tu prenais l'exemple du frère, en ne lui donnant pas, on ne va pas être généreux, ça veut dire qu'on met la générosité avec de la monnaie sonnante et trébuchante. Alors que la générosité aussi, ça peut être effectivement de lui donner plutôt cette possibilité de se débrouiller par lui-même et d'éviter qu'il s'enfonce encore plus, et aussi d'accepter qu'à un moment donné, il nous en veuille. Et donc, ça, c'est aussi de la générosité, c'est-à-dire qu'on va lui donner notre amour, même si tout de suite, il n'y a pas ce retour d'amour, en fait. C'est Oui, une oui, si tu générosité veux, qui n'est pas en non, monnaie sonnante et trébuchante. C'est une autre. voilà, parce que tu vois, elle vient d'un endroit de peur. J'ai peur de passer pour un mauvais frère ou pour un radin, donc je vais donner. Et nombre de fois, ça existe, ce genre de truc-là. Alors qu'au fond, quand j'ai parlé d'un endroit de sérénité, oui, je sens que c'est juste de le faire, ou je sens que non, c'est pas juste de le faire, et je vais dire pourquoi je ne le fais pas, et que ça n'a rien à voir avec l'amour que je lui porte. Au contraire, c'est bien parce que je l'aime que je ne vais pas donner dans cette situation-là. Et avec nos enfants, c'est la même chose. Être en capacité de dire non parfois, c'est absolument adéquat, et parfois de dire oui. Les parents qui disent toujours oui à leurs enfants, qui toujours, c'est les plus mauvais parents qui existent, même en voulant, alors qu'ils veulent être de bons parents, parce qu'ils n'acceptent pas le fait de passer pour un mauvais parent. Ils ont tellement peur de ça qu'ils vont dire oui, donc ils deviennent paradoxalement potentiellement un mauvais parent. Oui. Ça veut dire qu'effectivement, il faut faire un gros travail sur soi, d'aller chercher ses peurs pour les comprendre, pour les accueillir et pour être capable de transmettre le message. Parce qu'après, effectivement, tu disais d'être capable d'expliquer, voilà, non, je ne te donnerai pas d'argent, ben, tu considères que je suis radin peut-être, mais donc d'être très au clair avec ce qu'on pense de soi-même et d'avoir cette possibilité de l'expliquer et oui, c'est-à-dire qu'il y a une communication derrière qui va avec la connaissance de soi, qui est hyper importante, cette communication en fait. En tout cas, avec une bonne communication, de pouvoir parler en toute transparence, il y a bien des chances que les choses se passent mieux et qu'ils pourraient te dire oui, je suis prêt à t'aider ou à t'écouter par rapport au problème que tu as. Par contre, non, je ne vais pas te prêter de l'argent. Oui. C'est différent. Oui, c'est ça, exactement. Et on a aussi commencé à aborder tout ce qui était la relation professionnelle et la relation à l'argent dans le cadre professionnel. Et là, j'aimerais qu'on aborde effectivement deux axes. L'axe plutôt de tout ce qui va être des thérapeutes ou des coachs avec leurs clients. Et dans une seconde partie, l'axe du salarié avec son employeur. Ça, c'est vraiment deux relations à l'argent qui sont intéressantes dans deux domaines différents, mais professionnels tous les deux. Oui, oui, tout à fait. Je trouve que c'est très intéressant parce que là aussi, ça parle à travers ce qui se passe avec l'argent, ça parle de notre relation de l'un à l'autre. Et c'est bien de ça le thème dont on parle depuis un moment déjà, de soi à l'autre. Et au fond, qu'est-ce qui se passe avec les coachs thérapeutes? J'ai énormément de coachs thérapeutes qui viennent me voir. C'est vraiment un des publics cibles que j'ai parce qu'ils sont beaucoup confrontés aux questions d'argent, du prix à mettre, etc. Et aussi longtemps, et malheureusement, ils sont encore nombreux, qu'ils ne sont pas à l'aise avec le prix qu'ils mettent ou avec le prix qu'ils mettent, ils se mettent une forme de pression de résultat, il y a quelque chose qui va biaiser la relation. Qu'est-ce que je vois? J'en discutais encore, j'échange encore hier avec un groupe, ils riaient parce qu'ils se retrouvaient. C'était de dire, au fond, tu vois, je mets un prix et j'ai tellement peur que le client il puisse penser. On est encore dans les films qu'on se raconte. Le client trouve que j'exagère, que c'est trop cher pour ce que c'est injuste, ou je suis un voleur, ou je ne sais pas quoi, qui vont commencer à en faire trop. Je veux tellement du résultat pour me rassurer, moi, que je suis bon et pour me rassurer que le client sera content de moi parce que je ne pourrais pas entendre si le client n'est pas content de moi, que j'en fais trop et on devient, je mets des guillemets, presque maltraitant, dans le sens qu'on va utiliser le client pour se rassurer soi. Alors que comment je peux être content de ma prestation, que le client soit satisfait ou pas satisfait? Oui. Parce que on n'a pas le pouvoir de satisfaire tout le monde, on n'a pas une garantie de résultat parce que c'est un travail d'équipe. Je peux donner le meilleur de moi, mais si la personne elle veut pas aller voir ses blocages, elle en a le droit, si tu veux. Donc, tu vois, à un moment donné, aussi longtemps, on revient à cette sorte d'insécurité, ce manque de confiance en moi. Pour me rassurer, j'attends que le client me dise « Waouh, c'était super votre séance ». Donc, je suis en train d'utiliser l'extérieur, le client, alors qu'au fond, c'est de moi à moi que ça se passe. Et si tu veux, je peux en parler avec beaucoup de facilité parce que j'ai fonctionné comme ça aussi. Donc, la séance qui devrait durer 1 heure, on va la faire à 1h30, à 1h45 parce qu'on trouve qu'il n'a encore pas eu assez, encore rajouter une petite couche. Puis le client est épuisé de l'autre côté parce qu'il n'en peut plus, tu vois. Donc, à un moment donné, c'est juste de voir que. Et tu sais combien de fois, moi, je me disais, ah, ouais, moyen, la séance, c'est pas passé grand-chose. Et le client était très content, quoi.
C'est encore une fois les films qu'on se raconte. Donc, c'est important de voir, tu vois, on peut y ajouter biaiser la relation avec des peurs, avec notre propre malaise. Et c'est ça qui est important d'aller voir et vraiment d'être au clair avec ça, parce qu'autrement, c'est comme si on mettait des parasites dans la relation que le client n'a pas demandé, en quelque sorte. Oui. Mais c'est vrai que Je sais sur pas si tous c'est ces clair pour toi. métiers, oui, excuse-moi, c'est vrai que sur tous ces métiers où il n'y a Pour pas de toi, oui. tarif, il n'y a pas de tarif, enfin voilà, c'est tarif libre en Voilà. fait. C'est Voilà. compliqué parce Oui. que est-ce que ta valeur, c'est la valeur de ta séance, enfin le prix de ta séance? Je pense qu'effectivement, c'est pour me poser moi-même les questions. Oui. C'est un casse-tête en fait. Oui, alors absolument, c'est-à-dire que c'est important d'être à l'aise avec son prix, d'être vraiment à l'aise et serein avec son prix pour justement, encore une fois, ne pas induire quelque chose. Et ces prix peuvent varier, bien sûr. Donc, mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que ça se joue beaucoup, ça se joue beaucoup à l'instant T, si tu veux. Et puis, parfois, je trouve de pouvoir discuter en toute ouverture. Ben, l'autre jour, je faisais une conférence, il y avait un atelier derrière, et je me souviens qu'une personne a mis dans le chat, oh là là, le prix d'atelier, c'est abusé, je ne sais pas quoi et tout. Et quand je vois ça, ben, je l'entends, moi je suis vraiment à l'aise avec le prix que je mets, puis je dis, ok, j'entends que c'est votre perception que c'est cher, et je le respecte pleinement. Et pour moi, dire cher, ça ne veut rien dire. On est qu'en train d'être avec son propre référentiel. Oui. Je dis, et si il y avait une transformation sur les 2 heures d'atelier, ça pourrait potentiellement vous faire gagner 10 fois plus d'argent que vous n'aurez payé. Ça, je le sais par expérience. Potentiellement, je n'ai pas dit que ce sera le cas. Mais à ce moment-là, vous trouverez que c'était vraiment bon marché avec ce que vous avez eu en retour. Donc, au fond, vous ne savez pas ce qu'il y aura dans l'atelier, vous ne savez pas quoi vous allez ressortir, mais vous dites que c'est cher. Et encore une fois, vous avez le droit, je l'entends, mais moi, ça ne me touche pas parce que c'est juste des références personnelles des uns et des autres. Et puis que ces références, elles changent avec le temps, elles changent du milieu d'où on vient, elles changent en fonction de nos moyens. Voilà, donc cher bon marché, pour moi, ça ne veut rien dire parce qu'on ne dit pas par rapport à quoi. Oui, c'est effectivement, comme tu disais, le référentiel de chacun et chacun y met ses propres projections. Ça ne change pas la valeur de l'atelier. Et si toi, tu es au clair avec ta valeur et tu sais ce que tu délivres. Mais je pense qu'effectivement, c'est un travail sur soi d'accepter que quelqu'un nous dise c'est trop cher et clairement lui dire mais il n'y a pas d'obligation d'achat, ça peut ne pas vous convenir. Ça veut dire aussi qu'on sort de ce cercle infernal de vouloir plaire à tout le monde et de vouloir être le coach pour tout le monde ou le professionnel pour tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde et on ne sera pas aligné avec chacun. Donc, ça veut dire aussi sortir de cette envie d'être aimé par tout le monde. Oui, alors absolument, ça c'est un très grand piège, c'est vraiment important que tu dis ça et je peux d'autant plus en parler en connaissance de cause que j'ai tellement cherché l'approbation à l'extérieur parce que tant qu'on n'arrive pas à se trouver comme quelqu'un de bien, on va chercher ça à l'extérieur, c'est humain. J'ai tellement fonctionné là-dedans, j'oserais pas dire que ça m'arrive plus jamais, je serai un menteur d'ailleurs, mais c'est un grand piège tout ça si tu veux. Et en même temps, tu vois, c'est amusant parce que si tu mets des prix très bon marché pour être accessible à tout le monde, il y a des gens qui disent ah non, non, à ce prix-là, il ne doit pas être bon, je ne vais pas venir chez l'autre. Et puis, au fond, ce que je vois, c'est que ceux qui ont des prix bas n'ont pas plus de clients que ceux qui ont des prix plus élevés. Parce que souvent, leur prix bas est juste en lien avec un manque d'assurance, choses comme ça. Je crois qu'au fond, tu sais, on a les clients qu'on mérite, j'y mérite, qui nous conviennent ou qui sont là pour nous apprendre quelque chose ou qui nous correspondent. C'est dans ce sens-là que je veux dire qu'on mérite. Et tu as des personnes qui peuvent mettre des tarifs nettement plus chers, plus élevés que la moyenne en comparaison, bien sûr, et qui ont bien du monde, qui ne moquent pas de monde, parce qu'ils sont dans une sorte de tranquillité de la valeur qu'ils apportent. Au fond, moi, je sais que j'ai des personnes qui disent je veux bosser avec, même si c'est des tarifs plus élevés que les autres, parce que je sens que c'est la personne qui va me faire bouger. C'est beaucoup intuitif, tout ça aussi. Et je dis toujours, il y a des personnes qui pensent, qui choisissent uniquement par rapport aux tarifs. Est-ce que c'est vraiment le genre de personne que vous avez envie d'attirer? Moi, pas. Moi, j'ai envie qu'ils soient attirés parce qu'ils sentent que je suis la bonne personne, ils sont attirés par mon énergie ou par ce que je fais, mais c'est juste une question d'argent. Ça veut dire que c'est quoi leur engagement derrière? J'ai des doutes, quoi. Ouais. Tu as parlé d'énergie, c'est ce que j'avais envie de te dire, c'est que l'argent, c'est une énergie. Il y a une énergie qui transite par l'argent. Alors, voilà, je dirais plus que l'argent fonctionne comme une énergie que Oui. c'est une énergie. Oui. Voilà, c'est plutôt fonctionne effectivement comme une énergie, Ouais. comme l'amour fonctionne aussi, circule, absolument, et c'est bien ça l'idée. Donc, si on revient peut-être au professionnel, sur le salarié, c'est d'accord?
Alors, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans la relation salarié-employeur, que j'ai aussi été comme 25 ans salarié aussi, c'est de voir que pour qu'une relation fonctionne bien, il faut que chacun ait la perception, et le mot perception est important, et la perception qu'il y a un équilibre entre donner et recevoir. Qu'est-ce que je donne de mon énergie, de mes compétences, de moi-même, et qu'est-ce que reçois en retour. Et dans ce que je reçois en retour, il y a bien sûr un revenu, hein, un salaire, c'est pas toujours très joli comme aussi, un salaire, mais c'est beaucoup plus que ça, parce que je reçois, c'est peut-être des possibilités d'avancement, c'est de la confiance, la capacité à avoir des défis qui sont intéressants, c'est des mots qui sont des mots positifs. Donc, il peut y avoir beaucoup qu'on reçoit autrement que l'argent. D'ailleurs, je vois que plus on reçoit en dehors de l'argent, moins les gens accordent de l'importance à l'argent qu'ils reçoivent. Parce que ce qu'ils reçoivent a beaucoup de valeur que quelqu'un. Moi, à l'époque où on a commencé à introduire des bonus à la banque, les bonus étaient comme des montants qui étaient vraiment importants, en dizaines de milliers de francs en l'occurrence, mais j'ai eu l'impression qu'à ce moment-là, on ne recevait plus d'argent et rien d'autre. C'était comme si vous recevez avec l'argent que vous recevez, vous n'allez comme pas vous plaindre. Il y avait une sorte de déshumanisation qui fait que les gens n'ont jamais autant râlé alors qu'ils recevaient plus d'argent qu'avant parce qu'on recevait que de l'argent. C'est la perception qu'on avait, bien sûr. Je ne dis pas que c'est la réalité, c'est la perception qu'on avait et c'était quelque part dramatique. Donc, de là l'importance que si j'ai la perception que ce que je donne et je reçois, c'est équilibré, je vais être à l'aise, je vais être satisfait, je vais être content. De la part de l'employeur, même chose. Hein. Si l'employeur a l'impression que les collaborateurs ne donnent pas par rapport à ce que lui donne, il va commencer à être contrôlant, à commencer à être méfiant. De la même manière que les collaborateurs qui reçoivent, il a l'impression qu'ils ne reçoivent pas autant qu'ils donnent, ils vont commencer à calculer leur temps, à tricher sur le temps, voire à piquer du matériel, je ne sais pas quoi, comme tu as une manière de compenser, d'équilibrer la balance. Et au fond, les bonnes relations professionnelles, ce sont les relations, un, où il y a de l'équilibre, et puis deux, où on peut parler de cet équilibre régulièrement, de parler de régulièrement, de dire, OK, est-ce que tu es à l'aise avec ce que tu donnes et ce que tu reçois? Est-ce que vraiment, les deux, on est à l'aise vraiment de se mettre autour de la table et discuter ouvertement pour éviter les conflits, pour éviter toutes les brouilles qu'il peut y avoir, pour éviter tous les comportements qui ne sont pas au service de l'entreprise, si tu veux. Donc là, ça demande encore de communiquer en toute authenticité. Et ce que je vois, c'est que quand on peut communiquer de cette manière-là, ça nous rapproche parce qu'on se dit les choses de manière constructive. Tu vois, on n'est pas en train de se dire, il est en train de vouloir me rouler, de faire une bonne affaire sur mon dos. On est juste en train de vouloir trouver le meilleur arrangement possible pour l'un et l'autre dans la mesure de ce qui est possible de faire. On en revient au problème de communication. C'est-à-dire si on ne peut pas dire clairement, et quand c'est un tabou, c'est la définition du tabou, c'est qu'on a du mal à en parler. Tant que ça reste un tabou, on a du mal à en parler et donc ça crée des soucis. Si on commence effectivement à poser ça comme parler de ça comme parler d'un projet ou du travail qu'on peut faire ensemble, tout de suite, ça va apaiser les choses et si on fait tomber le tabou, les langues se délient. Mais c'est quand même, je trouve que ce point-là du salarié avec son patron, c'est effectivement, c'est qu'il y a cet échange dans un sens d'argent et pas que, hein, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire s'il y a un peu plus d'autre chose que de l'argent, finalement, la demande sera moins grande. Et c'est vrai que des fois, les gens disent, voilà, j'ai quitté ce travail, c'est pas parce que financièrement, ça me rapportait pas, mais j'avais pas de reconnaissance ou on ne valorisait pas mon travail. Et donc, c'était pas une question financière, mais il faudrait pouvoir en parler. Et je pense qu'il y a un sacré boulot à faire quand même là. Alors oui, oui, bien sûr, mais tu as raison, on parle de communication. Peter Koenig, donc, qui est un Anglais qui vit à Zurich, c'est lui qui m'a formé, qui a fait des années de recherche sur ce thème-là, dans les années 80-90, lui disait, et je suis complètement d'accord avec lui, il dit au fond, l'essentiel de tout ça, c'est le mot relation. Le mot relation, il est toujours prioritaire parce que je suis en train de réécrire mon premier livre en ce moment et je suis en train de parler justement de l'argent dans l'entreprise, enfin dans l'entrepreneuriat et tout ça, et je suis en train de mettre le focus là-dessus en disant, mais chaque fois que tu crées des relations de qualité avec tes fournisseurs, avec ton banquier, avec tes collaborateurs, avec tes clients, tu crées du rapprochement. Alors que on a trop d'exemples à travers des multinationales, on a l'impression qu'ils veulent faire de l'argent sur notre dos, ça crée de l'éloignement. Donc, chaque fois qu'on crée de la relation et du rapprochement, dès que l'un ou l'autre a un problème,
on aura beaucoup plus de facilité à trouver une solution parce qu'on a envie de trouver une solution avec des personnes avec qui on se sent proche. Tu vois, j'ai un problème, je n'arrive pas à payer tout de suite, j'ai un retard, ou tiens, j'ai une urgence, j'aurais besoin d'être livré plus vite. Enfin, on va beaucoup plus facilement trouver des arrangements pour les uns et les autres quand on a cette proximité. Donc, cette capacité à trouver, à créer des relations de qualité fait que les histoires d'argent vont très vite devenir secondaires parce que la relation est vraiment centrale et primaire. Alors, c'est ça qui change avec une relation à l'argent apaisée, c'est la relation, cette connexion et ce rapprochement avec les autres. Oui, absolument. Pour moi, c'est vraiment ça parce que j'ai réussi à avoir un rapprochement avec moi-même. J'ai réussi à aimer toujours plus l'être que je suis. Ça ne veut pas dire que je suis sans défaut, que je suis parfait. Ça n'a rien à voir. C'est juste d'accueillir tel que je suis, cet être en chemin qui évolue et qui évoluera inévitablement, de l'accueillir tel qu'il est, pas le jour où tu seras comme ça, je t'aimerai. Non, 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 j'aime l'être que je suis. À partir de là, je peux être le même accueil avec les autres. Je peux aimer les autres tels qu'ils sont, même s'ils ont aussi leurs défauts, même s'ils ont aussi leurs ombres, juste comme moi. Ils sont que des reflets de mon humanité aussi et de ma déshumanité parfois aussi. Et si tu veux, la relation devient plus facile parce que j'arrête d'aller voir chez les autres tout ce qui font miroir chez moi et que je n'aime pas, par exemple. Et, et comme j'aime être en bonne relation avec moi, j'aime être en bonne relation avec les autres. Et je peux vraiment, en tout cas, le voir dans ma trajectoire professionnelle, à quel point ce chemin que je fais vers moi-même, M', A-I-M-E, à quel point ce chemin que je fais vers moi-même, il se manifeste dans le sens, j'ai des relations toujours plus fluides, toujours plus faciles avec mes collaborateurs, avec mes organisateurs, avec mes clients. C'est tellement rare qu'il y ait des conflits parce que, OK, on va se rencontrer, on va se réunir, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà, ça devient très, très rare. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais c'est rare qu'on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est vraiment, encore une fois, la relation à l'argent est une porte d'entrée pour apprendre à mieux se connaître, apprendre à créer plus d'unité, de paix en soi, et ça va se manifester à l'extérieur. Et l'argent, on va pouvoir mettre l'argent ART, trait d'union GENS, comme la chose, l'argent, on peut faire en sorte que ça nous réunisse, puisque chaque fois qu'on a envie de trouver le meilleur arrangement possible pour toi et pour moi, automatiquement, on crée de la connexion, on crée du rapprochement. C'est pour ça je ne pouvais pas faire un congrès de l'écologie relationnelle sans te faire venir parler d'argent, parce que sinon, il aurait manqué quelque chose qui au départ, voilà, c'est ce tabou de l'argent. Et là, je pense que, en tout cas, ceux qui ne te connaissent pas, je pense qu'on a brisé les tabous. Dernier point qu'on va aborder en liaison avec le PDF que tu offres dans le coffret Osmose en cadeau, c'est la relation à notre histoire et la généalogie. Voilà, comment ça influence notre argent? On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais si tu peux préciser, comme ça va faire un lien avec le PDF. Oui, avec plaisir. Alors, c'est vrai que je suis formé aux constellations systémiques et familiales, entre autres. Donc, on va voir un petit peu tout ce qui est dans le système, toute la généalogie, en quoi ça nous influence, en quoi ça nous impacte, en quoi nous sommes peut-être révélateurs de problèmes non réglés dans la généalogie. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus sensible, en animant ce thème de la relation à l'argent, d'aller prendre un peu de temps pour voir ça. Bon, je vais donner quelques exemples, peut-être que ce soit le plus concret possible. Donc, je vois beaucoup de femmes qui, dans la lignée maternelle, des femmes maternelles, elles vont voir que les femmes n'ont pas osé se déployer, elles se sont sacrifiées pour les autres. Et elles vont voir qu'elles revivent la même situation, qu'elles sont dans la retenue parce qu'elles ont l'impression que les autres passent avant elles. Donc là, tout à coup, on voit qu'on est pris dans une sorte de fonctionnement du système qui se rejoue, ou des femmes qui vont attirer des maris sur lesquels on ne peut pas compter financièrement, soit parce qu'ils dépensent tout, soit parce qu'ils n'arrivent pas à gagner de l'argent, ils galèrent dans leur projet professionnel, ou ils ont fait faillite, ils ont eu un accident, ils sont en invalidité, et qu'on voit que quelles que soient les raisons, on rejoue ça, par exemple. Mais ça peut être des hommes également qui se sacrifient à vouloir ramener de l'argent à la maison, même s'ils souffrent au travail et qu'ils ne sont pas dans l'activité plaisir. Donc ça peut être aussi parfois qu'il y a peut-être une ou l'autre personne qui a réussi, qui a une belle réussite de la généalogie, simplement il lui arrive un accident ou une maladie grave, ou peut-être qu'il s'est fait voler, il s'est fait rouler, ou peut-être qu'il s'est mal comporté. Et il n'est pas rare que dans la généalogie, il y a des certain nombre de personnes qui ne s'autorisent pas à avoir une belle réussite parce que inconsciemment, il est encodé, réussir c'est dangereux, on va en payer le prix. Donc, si tu veux, d'aller mettre un peu de la clarté d'où je viens, quelle est l'histoire, quelle
quelle est l'histoire de chaque branche de ma généalogie. Dernier exemple très important, si on vient de famille peu aisée d'un point de vue financier, on ne s'autorisera pas à gagner trop d'argent pour ne pas trop sortir du lot par rapport de là où je viens aussi. Donc tout ça sont des choses qui nous limitent en quelque sorte. Donc c'est pour ça que moi je travaille beaucoup sur les croyances limitantes, sur les plafonds de verre, ces limitations qu'on se met, et on va beaucoup voir dans la généalogie ce qui s'est passé pour voir dans ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des choses qui auraient une influence sur moi. Et la manière de s'en libérer, c'est ce que moi je propose dans le PDF, c'est de s'autoriser à faire un travail de loyauté et de déloyauté. Être déloyal à un fonctionnement, être déloyal à la croyance que les riches sont des malhonnêtes, par exemple, ou qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. La déloyauté, ce n'est pas du désamour, ce n'est pas un manque de respect, c'est comme une nouvelle voie que j'ouvre, un nouveau chemin que j'ouvre pour un nouveau fonctionnement qui est plus porteur, qui est plus à mon service et au service de mon projet de vie. C'est un travail de libération en quelque sorte. Ouais. Écoute, merci beaucoup Christian pour ce bon moment passé avec toi. Donc effectivement, dans le bonus, pour ceux qui choisiront d'aller plus loin avec toi, donc il y a ce coffret Osmose, pour ceux qui ne l'ont pas déjà commandé, c'est toujours possible. Vous avez juste un lien qui est dessous la vidéo. Donc, vous aurez un PDF qui se nomme donc « Se libérer de nos croyances limitantes provenant de la généalogie ». Donc, tu as une explication qui reprend ce que tu viens de dire et un exercice pratique à faire autant de fois que nécessaire. C'est ça que tu m'avais dit. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une petite chose qui nous challenge, on peut y retourner? Oui, parce que moi, j'ai déjà lu à libérer plusieurs fois des loyautés qui me coinçaient, si tu veux. Et puis, des fois, j'en découvre une nouvelle qui arrive, parce que je connais d'ailleurs pas toute l'histoire de ma généalogie non plus. Des fois, il y a de nouvelles informations qui arrivent ou d'autres choses. Donc, chaque fois que je peux être déloyal à un endroit précis, être loyal à d'autres endroits qui est porteur, je me libère déjà de quelque chose qui me retenait. Et peut-être j'ai juste envie de dire, puisqu'on parle d'argent, parce que tu parles du coffret, et je pense que c'est important, c'est-à-dire que pour ceux qui hésiteraient, alors, je ne suis pas en train de dire que vous devez l'acheter parce que ça sera votre choix, mais peut-être quelque chose qui va vous aider peut-être à faire un choix. Et c'était ce que j'écrivais aujourd'hui dans le livre, dans mon écriture de livre, ça c'est bien frais aussi. Pour moi, c'est la différence entre voir les choses comme une dépense et voir les choses comme un investissement. Quand on voit une dépense, on est juste focalisé sur l'argent qui fout le camp. En général, ça réveille les peurs. Et on est dans un esprit de manque. On voit ce qui manque ou ce qu'il y a en moins de l'argent. Quand on fait un investissement, on est plutôt branché sur de l'abondance. Ça veut dire quoi, branché sur de l'abondance? Ça veut dire qu'on voit que j'investis, donc il y a bien de l'argent qui sort de la même manière, mais moi je suis plus axé sur qu'est-ce que je vais avoir en retour, qu'est-ce que ça pourrait me permettre en contrepartie de l'argent que je vais utiliser. Donc toi, on est branché sur du plus, là on est branché sur du moins. Et c'est important de pouvoir changer ça parce que moi, en tout cas, qui était branché très fort sur du moins, avec un très fort esprit de manque, avec toutes mes peurs que j'avais, aujourd'hui, j'investis joyeusement dans plein de choses différentes, dans des accompagnements de qualité avec des gens qui ont de la valeur pour moi, et même ça à un certain prix, parce que j'ai cette conviction que ces personnes-là ou que ce programme-là, c'est ce qui va me faire progresser, c'est exactement ça qui est juste pour moi. Et je vois ça comme un investissement et ça devient quelque chose de joyeux parce que je suis déjà en lien avec ce que ça va m'apporter, tu vois, la nuance. Oui.